dit on construit un navire en 3-4 mois, on les lance vite parce qu'on sait que les lois de primes ça dure jamais longtemps. C'est comme les primes à la casse actuellement. Vous voyez, c'est exactement pareil. On sait que ça va pas durer longtemps, donc tout le monde se précipite chez le concessionnaire pour acheter un voilier. Et là on improvise des chantiers, c'est un Rouen, un cadre champêtre. C'est un peu du bricolage. Dans les navires vont être excellents évidemment parce qu'on a évolué dans la construction navale, on a toujours notre savoir-faire. Et les navires que les Français vont faire vont être très réussis tout de suite. D'ailleurs, même les Anglais les appelleront les French Clippers. Beaux navires admirés partout, parce qu'ils sont très beaux, ils ont des belles lignes. Et comme la loi de prime s'adresse qu'aux tonneaux de jauge brute, c'est-à-dire plus le navire est volumineux, plus il touche de prime. C'est l'inverse des taxes avant qui réduisaient les navires. Là, on va faire des navires très allongés. Puisque en fait, plus il est grand, plus ça rapporte. Donc, on va faire une flotte magnifique. Ah, voilà l'antillais, le type même du navire en bois, ce qu'aurait dû être de Belém. Le Belém, ça aurait dû être ça. C'était un sister ship des navires de la maison de Provence. Navire en bois, vous voyez. Un antillais. Alors, personnage important maintenant. Armateur nantais, Fernand Crouan. Un des derniers armateurs nantais d'ailleurs. Qui ont survécu grâce à leur commerce. Ils avaient des comptoirs en Amérique du Sud et aux Antilles. Ils avaient une petite flotte avec des navires bien remplis, s'en sortaient bien. Donc Fernand Crouan, ancien descendant des migrés irlandais qui venaient s'installer en France, et qui était armateur de Nantes. Fernand Crouan est aussi un des hommes d'affaires à l'époque, très entreprenant. Il avait des comptoirs en Amérique du Sud, comptoirs de commerce. Alors la France avait été un peu chassée d'Amérique du Nord. Elle avait perdu elle a laissé pas mal de plumes dans les guerres napoléoniennes, donc il lui restait, le seul territoire qui lui restait, c'était à peu près l'Amérique du Sud. Donc la France va essayer au Chili avec Bordes, en Argentine, au Brésil, d'établir des comptoirs. On se partage ça avec les Portugais. Donc Fernand Crouan a des comptoirs en Amérique du Sud, notamment dans la région du nord-est du Brésil, dans une ville qui s'appelle Belém. Belém, ça veut dire quoi en portugais? En Belém. Je ne parle pas portugais, en gros c'est ça. Un Belém, ça veut dire Belém, et ça veut dire en portugais Bethléem. Bethléem. En fait, les Portugais avaient nommé cette ville portuaire Bethléem, si on était des Anglais, ils auraient dit New Bethléem. Ils sont très pieux, les Portugais. Donc Fernand Crouan a un navire, a plusieurs navires, et donc, il a son comptoir à Belém. Donc évidemment, il va donner le nom d'un de ses navires. De cette ville où le trafic est un comptoir. Autre personnage important dans la Genèse, Henri Meunier, qui est aussi un industriel français, qui lui au départ faisait des produits pharmaceutiques, puis médicaments, à l'époque les médicaments c'était un peu des bonbons. Et à un moment il s'est dit, bah, tiens, les médicaments étaient amers, en enrobant les médicaments avec une petite pellicule de chocolat, ça va peut-être passer mieux, ça marche. Et un jour il s'est dit, bah, tiens, les gens ils aiment ça. Et il a inventé la tablette de chocolat. Tous les gourmands connaissent bien. Henri Meunier. Alors, Henri Meunier a aussi des comptoirs, évidemment, au nord-est du Brésil. Pourquoi? Parce que lui, il va devenir premier mondial. Henri Meunier va se lancer dans le chocolat, ça marche bien, mais il veut maîtriser toute la production. La vente, fabrication, mais aussi plantation. Il plante du cacao au nord-est du Brésil. Il transforme et il vend. Mais entre les deux, il y a un vide, comme par armateur. Quelqu'un transporte son chocolat. Maintenant, il va s'adresser à Fernand Crouan. Vous imaginez deux expatriés là-bas, deux industriels français qui se retrouvent là-bas dans les colonies. Évidemment, ils sont très liés. Ils vivent ensemble, entre Français, c'est une petite communauté. Évidemment, ils sont très amis. Ils sont tellement amis que Henri Meunier en fait, va confier tous les transports de son chocolat à son ami Fernand Crouan. D'ailleurs, on dit même que les navires de Crouan étaient en fait la flotte de Meunier. C'est carrément Meunier. Il ne s'est pas s'embarrasser avec ça, mais c'est lui qui commandait les bateaux. D'ailleurs, il y a deux des navires de Fernand Crouan vont s'appeler le Noisiel. Noisiel qui est l'usine de Meunier en 1994. Et Marie Crouan. Claire Meunier. Claire Meunier qui sera un des premiers navires en acier construits aussi. Meunier, Claire
c'est la fille de nous. Un armateur donne le nom de la fille de quelqu'un à son bateau. C'est quand même unique. Donc il y a bien une collusion entre les deux. Alors les deux premiers qui vont être construits, les deux premiers navires seront le Claire Meunier et Noisiel en acier dès 93. Ça n'a pas traîné. Troisième, voilà, première publicité, Chocolat Meunier. Et l'usine modèle de Noisiel qui est toujours visitée là-bas. C'est superbe. C'était une usine modèle à l'époque. Hein, c'est pas pour rien qu'il est devenu leader mondial du chocolat. Alors, les ouvriers étaient les plus heureux de France, ils avaient des conditions, des bons salaires, des conditions de travail pour l'époque remarquables. Ils avaient aussi l'éducation, l'école. Ils avaient des écoles, les enfants il y avait des garderies, ils avaient un logement de fonction à l'époque de 60 mètres carrés habitables qu'on peut voir aujourd'hui qui sont encore pas mal. Donc évidemment, ça marche. Ça a un bon patron. Alors troisième personnage important, Adolphe Dubigeon, que les Nantais connaissent bien, et qui est un directeur de chantier naval. À Nantes, on est passé devant ce matin, on a salué notre chantier, la cale où est né le Belém. Chaque fois on salue. Et on lui dit, il y a une année de plus. Donc Dubigeon construit des navires, et lui évidemment il s'est jeté dans la loi de prime. Lui gagne de l'argent aussi en construisant des navires en acier. Donc il est à fond. Et c'est un ami aussi de Couvent, parce que c'est un Nantais. Hein, qui déjeune régulièrement à la Cigale. D'ailleurs, la construction du Belém aurait été décidée à la Cigale. Voilà, donc il en a déjà construit deux. Donc tout naturellement, Couvent va s'adresser à Dubigeon pour construire un troisième navire. Parce que là aussi, les échanges mondiaux qui s'accélèrent. La demande au chocolat s'accélère aussi, c'est un nouveau produit, donc tout le monde en veut, donc la demande augmente, il faut que le nombre de bateaux augmente aussi. Donc c'est grâce à tout ça qu'on va construire le Belém, il sera troisième en acier. Donc bien grâce à la loi de prix. Donc Belém, 10 juin 1996, en décembre 1995, la décision est prise de construire un troisième navire en acier et début janvier, les travaux commencent et en juin, le bateau est mis à l'eau. Ça va très vite à l'époque, je vous ai dit, en quelques mois, et en juillet, il va être bâti, il va partir pour son premier voyage. Donc coque rivetée en acier. Évidemment, il n'y a pas de soudure à l'époque. Donc les tôles sont rivetées, les tôles se recouvrent, elles sont percées, elles recouvrent. On met des rivets à chaud, quand ça refroidit, ça se serre. C'est étanche la preuve, hein. On met pas les pieds dans l'eau dans la batterie. En bas, non. C'est toujours étanche. Et Dubigeon, bah, c'est du bon, hein, parce que toute la structure du navire et des coques, ça tient. Voilà les coques en acier. Il est clair, si le Belém avait été en bois, il aurait jamais, sur depuis 30 ans, ça les casse. Alors, donc voilà notre Belém gréé rapidement. Tel qu'il était à l'époque, donc il va être peint en noir tout de suite dès le départ. C'était la peinture, pourquoi en noir? Parce qu'au départ les bateaux en bois mettaient du coltard souvent dessus, du goudron, et gardé l'habitude. Et voilà le Belém. Alors 3 mâts antillais, un petit 3 mâts, donc 58 mètres de long hors tout, c'est pas très grand, par rapport aux caporniers qui vont faire 80-90 mètres. Alors le gréement 3 mâts barres. Pourquoi? Parce qu'à l'époque les Français vont faire 80% de nos navires seront des 3 mâts barres. C'est des navires à 3 mâts et barques, parce qu'à l'arrière, on n'a pas de voile carré sur le mât d'Artimon là. On a des voiles carrés sur le mât de misaine, sur le grand mât, mais pas à l'arrière. Ces bateaux, c'est le meilleur compromis hein, pour un gréement parce que ça économise un peu des hommes d'équipage. C'est le gréement le plus simple qu'on puisse avoir en gréement à phare carré. Donc à l'époque, ils vont être 13 hommes à bord. Avec une capacité de charge assez importante. Il faut savoir quand même qu'à l'époque, le Belém évidemment il est plus grand que les anciens en bois de Couvent, parce que pour le même prix de construction, il y avait un navire plus grand. Avec la cible, et par le jeu de la prime, donc il a fait un navire un peu plus grand que d'habitude, avec une cale qui fait 36 mètres de long, qui a une capacité de 1000 mètres cubes, un volume de 1000 mètres cubes, une capacité de fret de peu près 700-800 tonnes. À l'époque, le gréement est en bois. Les mâts sont en bois.
les verres, très mature est en bois. Il est au banc, par contre, sur le câble d'acier. Un agrément plus souple aujourd'hui. Mais sinon, au niveau de la coque, le navire est très classique. Tous les grands navires, les trois bas sont faits de la même façon. Vous avez un gaillard à l'avant, le pont et une dunette à l'arrière, un peu sur le dos. Donc voilà le BLM gréé. Aujourd'hui, on a le même gréement, à part cette voile qu'on ne reverra plus sur aucune photo. Après, on va mettre une corde ici pour que ce soit plus gérable. C'est une voile très difficile à manœuvrer. Voilà notre BLM avec déjà le roof à l'époque, puisque tout l'intérieur du navire était dédié à la marchandise. C'est un cargo, pas l'oublier. On a un cargo où on va prendre la cale par d'ici et ça s'arrête là. À l'avant, on a la citerne à eau, 2 citernes de tonnes d'eau. On a les appareaux de manœuvre, les ancres, les chaînes. Et l'équipage loge sur le roof et sur le pont. Le roof, la cuisine actuellement était déjà là, celui d'origine. Donc vous aviez sur la partie avant de ce roof les couchettes d'équipage, le poste équipage, et sur l'arrière, en haut de la cheminée, là, la cuisine qu'on appelait la maillance. C'est intéressant parce qu'il y avait une poêle ici. Le temps servait à cuisiner et à chauffer les matelots qui étaient juste. Il y avait un passe-plat entre la cuisine et le poste équipage, ce qui évitait de sortir dehors quand il y avait des mauvais temps pour aller avec les plats qui passaient par le bord, qui étaient un peu refroidis. Donc l'équipage logeait là. Et à l'arrière, on trouvait le commandant, le second et le mousse et la voilerie. La voilerie était là. Donc voilà le BLM. Le gréement d'aujourd'hui est identique. Exactement le gréement qu'on a. À part la brigantine. Voilà notre navire avec le pavillon d'armateur Crouan, rouge avec des étoiles blanches. Et ici le pavillon d'arrondissement bleu sur rouge, qui est le quartier maritime du navire. Ça permettait au sémaphore d'identifier loin le quartier maritime et ensuite l'armateur. Normalement c'était l'inverse. Le pavillon d'arrondissement qui était réglementaire se mettait au bras et l'armateur, souvent on ne voit jamais. L'armateur était plus. Voilà notre BLM fringant et armé. Un autre tableau d'époque du capitaine Chaublon, on va voir plus tard, qui a fait peindre par le même peintre. Voilà, là c'est l'armateur, ici c'est le capitaine, parce que on est arrivé devant Saint-Nazaire, il y avait du vif sang avec du gros temps, et ça l'avait marqué, il a voulu garder un souvenir.